Euh, D'abord, un grand merci à l'UDPPC pour cette invitation. Je suis ravi de pouvoir participer à cette demi-journée. C'est quelque chose qui compte aussi pour moi beaucoup dans toutes mes actions. Donc, je suis ravi de prendre ce temps, comme le disait Cécile, mais c'est un temps pour moi qui est assez important de partager avec vous, de partager avec mes collègues qui s'exprimeront ensuite. Un grand merci donc à Cécile et à toutes les personnes pour l'organisation de cette journée, de cette demi-journée et du temps qui nous est donc consacré pour discuter de cette thématique qui, vous l'avez compris dans la description, est quelque chose qui compte beaucoup pour moi, que ce soit en tant qu'enseignant, formateur ou chercheur sur ces thématiques, sur cette thématique assez large qui est celle de l'esprit critique. Pendant les minutes pendant lesquelles je vais m'exprimer, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs points. Alors, volontairement, il y a aussi des diapos que je laisserai en suspens, qui seront disponibles aussi pour vous que vous puissiez les regarder. C'est volontaire, hein, parce qu'il y a forcément des ressources en plus, mais que je voulais quand même laisser, même si je ne les commenterai pas. Je reviendrai donc d'abord sur ce que c'est qu'on met, ce qu'on range derrière cette notion d'esprit critique qui attire l'attention de beaucoup de champs de recherche depuis un certain nombre d'années et qui s'est importé en France depuis très récemment, hein, moins d'une dizaine d'années, on va dire, dans le domaine de la recherche, même si elle était présente, certes, depuis un peu plus longtemps, mais pas forcément beaucoup plus dans l'éducation nationale et donc aussi dans nos disciplines. Je reviendrai sur le lien entre esprit critique et processus cognitif qui est au centre de beaucoup d'attention dans le développement de la formation à l'esprit critique. Puis un mot sur science et langage, vous verrez, j'essaie de revenir sur cette notion-là, et aussi, si j'ai le temps, sur les méthodes aussi qu'on peut développer et sur lesquelles on peut insister quand on parle d'esprit critique. Pour démarrer, je n'ai pas intégré celui qui vient de sortir il y a 2 jours, exactement. Le baromètre de l'esprit critique est assez récent, donc il a été diligenté par Universcience, et donc sur un panel représentatif de la population française, on demandait notamment, je vous invite à aller le voir parce que c'est assez intéressant, ça se positionne pas que sur l'esprit critique, mais aussi sur les sciences et le rapport des citoyens à la société, des sciences aussi et à la société. Mais il y a une partie donc sur la définition de l'esprit critique. Alors vous avez beaucoup d'items qui ont été choisis en premier ou dans d'autres rangs de citation. Vous avez par exemple en premier, ce qui revient, c'est l'esprit critique, c'est être capable de changer d'avis. Alors je sais que cette année est passé en tête faire preuve de raisonnement logique et rationnel. Donc vous voyez évidemment le lien qu'on peut faire avec notre discipline, évidemment, mais vous voyez aussi d'autres items intéressants comme être capable d'échanger avec des personnes aussi des différentes ou comprendre les arguments des autres. Mais je voudrais d'abord insister sur ces 2 items que j'ai encadrés, à savoir remettre en question la parole de l'autorité et douter systématiquement de toutes les informations que l'on reçoit. Elles sont un tout petit peu en baisse pour la 2e année de ce que j'ai vu, mais on reste d'à peu près un quart des gens qui ont choisi de prendre ces 2 items pour définition de l'esprit critique. Et vous voyez toute l'ambiguïté déjà qu'il y a dans le geste pédagogique à former à l'esprit critique nos élèves, si l'idée qu'on peut avoir derrière, ça serait que c'est remettre en question la parole de l'autorité. Comment agir avec des élèves qui sont dans un cadre contraint, si ce qu'on sème en eux, c'est la remise en question de l'autorité. Alors évidemment, on voit bien ce que ça veut dire aussi, la parole de l'autorité. Évidemment qu'il ne faut pas la prendre pour argent comptant, et on sent bien qu'il y a quelque chose de lié à l'esprit critique. Mais je voulais souligner déjà toute l'ambiguïté qu'il y avait avec cette idée de former à l'esprit critique des élèves. On parle parfois du paradoxe de l'esprit critique, vous voyez, si on pousse l'esprit critique jusqu'au bout, donc il faudrait remettre en question l'idée même de former l'esprit critique. Et le deuxième point, c'est douter systématiquement de toutes les informations qu'on reçoit. Je crois que ça, c'est un point assez essentiel, parce que je ne crois pas que ça soit exactement tout à fait ça, l'esprit critique. Et il va falloir essayer de mettre un petit peu les formes, notamment quand on en parle avec les élèves. Alors, au cas où il y aurait une ambiguïté encore à lever, l'introduction de claire, hein, on va dire, de, de former à l'esprit critique nos élèves dans l'éducation en général, elle est assez récente, je vous disais, là, il y a le référentiel des compétences professionnelles qui date de 2013. On en trouvait quelques traces en 2006 dans le premier socle commun de compétences, mais aussi dans le dernier actuellement. On retrouve évidemment, je vous ai pas mis la liste de tous les endroits où on pouvait retrouver qu'il fallait développer une analyse critique, un esprit critique, une pensée critique dans les programmes. Ça y est, et si un jour vous avez besoin de le justifier, je pense que ça sera pas très compliqué. Le moment où ça a été formalisé, en tout cas dans l'éducation nationale, c'est en 2016, avec cette infographie de l'esprit critique qui est sur la page EduScol.
Et vous retrouvez deux choses en fait qui sont importantes, mais je voudrais insister moi surtout sur une de ces choses. Vous retrouvez donc en bleu ce qu'on appellera des compétences liées à l'esprit critique, donc quelque chose assez classique, hein, comme s'informer ou évaluer l'information, quelque chose qui nous est plus familier, distinguer les faits des interprétations. Mais donc je vous disais, je voudrais insister sur la partie en orange, écrite en noir, c'est ce qu'on pourrait appeler, alors en psychologie, on parle plutôt d'attitude ou de disposition. On peut aussi parler de qualité ou de savoir-être, si vous voulez, si on parlait un peu plus en didactique. C'est savoir-être qui caractérise le penseur critique, à savoir qu'est-ce qu'il va faire, qui va mettre en œuvre aussi d'abord ses compétences, mais aussi qu'est-ce qui va faire de lui quelqu'un qui n'est pas qu'une machine à trier l'information d'une certaine manière, quelqu'un qui n'est pas qu'une machine à, oui, confronter les interprétations et les évaluer. Il faut d'autres choses. Il faut d'autres choses qui vont accompagner ça. Et je crois qu'on a un rôle absolument fondamental à jouer dans et c'est le premier message que je voudrais faire passer, c'est qu'évidemment que les méthodes et les compétences, ça, on sait faire, mais parler et former aux dispositions, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça engage aussi, peut-être que vous avez envie de poser la question, comment former à la curiosité, comment former à la modestie, comment former à l'écoute. Alors, il y a plein de manières de s'y prendre, mais d'abord, le premier geste, c'est celui de nous, en fait. C'est le geste du professeur qui incarne d'une certaine manière, alors j'allais dire un certain nombre de vertus ou de qualités, c'est le professeur qui va être curieux, c'est le professeur qui va donner envie de fonder des avis sur des preuves solides, de disposer de ces qualités-là dont je suis en train de parler. Donc ça, c'est la première chose. Évidemment, des dispositifs aussi peuvent aider les enseignants et les élèves à jouer avec ces qualités. Je pense notamment au débat et au travail en groupe. Ça, à mon avis, ce sont des choses assez importantes. Mais peut-être que vous voyez tout de suite arriver, c'est le problème mais où sont les connaissances dans tout ça? Parce que là, on n'en parle pas, hein. Même si dans la définition, on dit qu'il faut se remettre en question, il faut le remettre toujours en œuvre, c'est vrai, mais où sont les connaissances? Et alors, je vais pas le faire pour vous, mais donc je vais le faire défiler assez vite. Moi, je m'amuse beaucoup dans mes formations, qui sont des formations établissement, à faire sentir aux collègues que parfois on appelle esprit critique ce qui n'en est pas, et en fait, c'est le rôle des connaissances. C'est-à-dire, les connaissances sont nécessaires, évidemment, pour développer son esprit critique ou pour l'appliquer dans un champ donné. Là, souvent, quand je soumets des collègues de toutes les disciplines à ce petit défi, en quelque sorte, identifierez-vous correctement où est le discours, on va dire, complètement bullshit, si je reprends un terme anglophone, ou bref, pseudo-scientifique, faux, vous le qualifierez de comme vous voulez, fumeux, et où est le discours plus fondé et qui se base sur des connaissances scientifiques. Ben, en général, c'est vrai que c'est plutôt les collègues de physique qui s'en sortent à trouver. Mais parfois aussi, j'en trouve qui échouent parce qu'ils se retrouvent à douter finalement de leur capacité à trier. Est-ce que le vocabulaire est bien utilisé dans les deux cas? Est-ce qu'il n'y a pas des erreurs? Est-ce qu'à gauche, bon. Alors, si vous n'avez pas trouvé, évidemment, ça se trouve à gauche, hein. On parle du fameux bracelet Power Balance, et on retrouve des manières d'utiliser le vocabulaire scientifique, soi-disant, en le déformant, en le déviant finalement de son champ de base, voire même en l'extrapolant quand on parle de champ énergétique quantique ou d'hologramme, là c'est pas écrit, mais hologramme programmé, une fréquence de résonance du corps humain, bon, voilà. Et à droite, vous avez l'ARN. Donc évidemment, je voulais insister là-dessus. Bien sûr qu'il faut des connaissances. Mais deux choses, elles ne peuvent pas, si si on avait absolument toutes les connaissances dans un domaine donné, est-ce qu'on serait quand même qualifié de penseur critique? Ça, c'est la première question. Et un principe, on va dire, de réalité aussi, c'est qu'on ne peut pas posséder des connaissances parfaites dans tous les domaines. Donc, il y a d'autres choses qui devraient nous permettre, dans la vie de tous les jours, d'aller plus loin pour, justement, essayer de détecter ce qui semble être de la fausse information, des affirmations pseudo-scientifiques. Un travail sur lequel je vais m'appuyer, et qui est assez récent là aussi, c'est le rapport du groupe de travail, le GT8, du Conseil scientifique de l'éducation nationale, et qui a produit donc un rapport que je vous inviterai à lire pour aller vous renseigner justement sur les fondements théoriques et pratiques de cette éducation, de cette formation à l'esprit critique. Et ce qui ressort de ce rapport, qui fait écho aussi à un travail de recherche en amont, c'est celui que définir l'esprit critique, c'est absolument compliqué, c'est vraiment pas simple en réalité. C'est pas simple parce que chacun pourrait, et c'est ça dans la littérature ce qu'on trouve, ces 40-60 dernières années, c'est un auteur, une définition quasiment. Difficile de se mettre d'accord. Et puis, si on trouve une définition trop large, finalement, elle englobe à peu près tout. Souvent, dans les formations, j'ai des collègues qui me disent, mais l'esprit critique, c'est réfléchir. Je fais, mais réfléchir, si je réfléchis à ce que je vais manger ce soir, est-ce que je fais preuve d'esprit critique? Donc, c'est réfléchir d'une certaine manière, avec un certain nombre d'outils, de critères, de manières. Qu'est-ce qui définit plus finement, en fait, le rapport entre la réflexion et l'esprit critique?
Et dans le rapport, le choix qui est fait, c'est de revenir sur le tri de l'information, évaluer cette qualité de l'information, des sources et des contenus, on y reviendra, et aussi de développer cette motivation à toujours formuler un avis sur cette information en termes de confiance. À quel point je peux placer, c'est pour ça que j'ai mis un curseur, à quel point je peux accorder ma confiance dans l'information qui m'est donnée, que ce soit la source ou le contenu. Et évidemment, on va parler de fiabilité aussi de l'information, vous avez compris. Ce qui m'amène à donc donner des pistes de définition qui me semblent assez opérationnelles, parce que c'est ça l'objectif, qu'on puisse s'appuyer sur quelque chose d'opérationnel, à savoir donc faire preuve d'esprit critique, c'est évaluer la fiabilité d'une information, et 2 points essentiels, les sources et les contenus, avec un objectif qu'il faut se mettre toujours en tête, c'est pourquoi on fait tout ça. L'idée, c'est d'agir en citoyen éclairé, si j'ose dire, de forger une opinion, on va dire, éclairée, ça c'est un peu l'esprit des Lumières, et d'agir, j'insiste aussi, c'est de prendre des décisions, c'est pas simplement qu'être derrière son ordinateur et juste dire j'y crois pas. C'est ça qu'on pourrait définir comme étant de l'autonomie intellectuelle, qui n'est pas de l'individualisme ou de l'autarcie intellectuelle. Attention, hein, on apprend, on sait, on comprend grâce aux autres aussi. Donc penser de manière critique, c'est pas penser contre les autres. Parfois, bien sûr, ça l'est, mais ça n'est pas ça de manière définitive. Ce que vous savez, ce que je sais de ma discipline, ce que je sais d'autres choses dans le monde, c'est pas que moi, en fait, qui a pu l'acquérir. J'ai eu besoin d'autres personnes. Et ça au quotidien. Donc, c'est vraiment important de comprendre que dans cette contrainte de devoir faire confiance à d'autres personnes, l'esprit critique est là aussi pour essayer de bien le calibrer, de bien l'ajuster. Et donc, pour y arriver, oui, il faut des connaissances. Ça, je pense que, j'espère que vous en serez convaincus. Donc, on a un rôle à jouer, quelles que soient les disciplines, pour apporter cette base. Alors après, ça serait un peu difficile de définir à quel niveau il faudrait, vous voyez, monter le degré de connaissance pour arriver à un seuil minimal. Là, j'ai pas répondu à la question pour tout vous dire. Deuxième point, c'est le doute. Souvent, le doute ressort comme une clé de l'esprit critique. Et forcément, si on prend tout pour argent comptant, on n'est plus dans l'esprit critique. Donc, il faudrait douter. Mais vous voyez bien qu'on peut pousser le doute à l'extrême ou dans ses retranchements. Et on serait dans un doute déraisonnable, dans un doute extrême. Souvent, on me pose la question, quelle est la différence entre les complotistes et ceux qui disent faire preuve d'esprit critique? En réalité, il y a une démarche dans la tête qui est à peu près la même. Hein. C'est l'idée de remettre en question, de ne pas accepter tout ce qu'on nous dit pour argent, de ne pas prendre tout ce qu'on nous dit pour argent comptant. Donc oui, il faudrait être capable d'utiliser le doute comme un moyen de mettre en place des démarches d'enquête qui nous permettent on revient à ce que j'ai dit au début, évaluer la fiabilité de l'information. Donc ni tout remettre en cause, ni douter, c'est ce que dit Poincaré dans La science et l'hypothèse. Vous connaissez peut-être sans doute cette phrase qui résume après ce que je vais dire. Donc, gardons en tête que faire preuve d'esprit critique, c'est donc être capable de savoir quand douter et quand faire confiance en fonction de la fiabilité de l'information. Voilà, ça c'est un peu le cœur de la définition qui a été retenue. Et je vais rajouter quand même quelque chose qui, pour moi, je répète, je vous l'ai dit, est assez important. On ne peut pas considérer qu'on formera l'esprit critique si on ne développe que l'aspect évaluation de l'information, c'est-à-dire qui nous parvient, c'est-à-dire des autres. Il faut aussi être capable de nous intégrer dedans. Et donc, il y a une dimension fondamentale, je l'appellerais une vertu critique cardinale, si vous voulez, qui est l'humilité intellectuelle, alors qu'on pourrait traduire, qu'on pourrait définir par la manière dont on est capable de savoir à quel point on est compétent ou pas pour faire quelque chose, croire quelque chose, évaluer quelque chose. Voilà, donc en gros, ne pas être trop surconfiant, ne pas être trop non confiant, en quelque sorte, et d'essayer de trouver ce bon équilibre. Donc, il faut déjà avoir cette ouverture d'esprit, cette remise en question, s'interroger sur ses opinions de manière réflexive. On parlera souvent de métacognition dans la littérature, et donc d'accepter de questionner ses certitudes, notamment dans nos pratiques. À quel point aussi, former à l'esprit critique dans nos classes, c'est aussi être capable de faire un pas de côté, de se poser la question de qu'est-ce que je fais là avec mes élèves, pourquoi je le fais, est-ce que je suis capable de dire oui, je me suis trompé, j'y reviendrai la prochaine fois. Voilà, à quel point prendre les critiques des élèves ou leur remise en question, c'est un geste aussi qui va participer à la formation de l'esprit critique. Voilà, je voulais vraiment revenir là-dessus dans un premier temps. Et donc se servir, vous allez le voir, de critères pour arriver à développer tout ça. Donc j'ai commencé à vous les afficher, mais en même temps, je voulais revenir sur un point qui était essentiel et qui traversait aussi ce rapport, c'est que on ne part pas avec des tabula rasa, vous voyez, des élèves, des jeunes, des enfants. Non, on a des mécanismes cognitifs qui nous permettent de faire ce que je viens de dire là, d'essayer de calibrer notre confiance dans l'information qu'on reçoit. Et j'ai peut-être pas précisé, mais dans l'information, c'est toutes les données
qu'on va pouvoir recevoir, quelle qu'elle soit. C'est pas l'information au sens média. Et donc, ces informations sont triées depuis qu'on est tout petit. Elles sont triées à partir de mécanismes qui sont certes peut-être rudimentaires, mais qui fonctionnent plutôt pas mal en réalité. Et ces mécanismes-là ou ces capacités sont malheureusement limitées. Ça, c'est une réalité dans un contexte donné, et c'est là que va se loger le travail sur l'esprit critique pour arriver à affiner ces critères de tri de l'information. Alors, je voudrais faire une parenthèse sur laquelle peut-être vous voudrez m'interroger, mais pour moi, elle était assez essentielle. On parle aussi enfin, on pourrait imaginer qu'on est des vrais crédules, vous voyez, de toute l'information. En fait, c'est pas du tout ça, hein. J'insiste. Il y a quelques études qui montrent très bien ce que je vais vous dire là, mais j'y reviendrai si vous avez des questions. C'est est-ce que finalement, face à des informations vraies ou fausses, on est, sans même tous ces critères, sans même développer l'esprit critique, on tombe souvent dans le panneau ou pas? Est-ce qu'on se fait avoir souvent, très souvent, en moyenne, plus souvent que les autres? Qui, en fait, se fait avoir? Vous voyez, ça pose plein de questions sur l'effet des fausses informations. Voilà, si vous voulez, j'y reviendrai, mais en tout cas, il est loin d'être sûr, voire même c'est très très controversé, que nous soyons juste des personnes qui gobent l'information comme ça sans même réfléchir à si elle est vraie ou fausse. Alors des critères, donc j'ai évoqué tout à l'heure, un premier point, c'est les sources. Ça, c'est très bien connu, dans toutes les disciplines, on insiste sur mais quelles sont tes sources, peux-tu les identifier? Bon. Moi, je voudrais revenir sur 3 points qu'on peut facilement travailler et qui s'intègrent assez bien dans nos disciplines. C'est pour évaluer donc ces sources-là, se poser 3 questions. Est-ce cette source est compétente ou experte? Alors, je ne vais pas revenir sur le cas d'Didier Raoult, quoique, mais finalement, est-ce que c'était si simple, au moment où il est arrivé dans le paysage médiatique, d'identifier s'il était compétent ou expert? Et de manière générale, est-ce que d'avoir vu pendant des années les frères Bogdanov à la télé pour nous parler de physique, est-ce que ça validait pas un peu qu'ils étaient experts du sujet? Vous voyez, c'est pas si simple. Parce que moi, pour mes parents, les frères Bogdanov, c'était des experts, quoi. Passer à la télé, dire pourquoi on les met à la télé s'ils sont pas experts? Vous voyez les mécanismes qu'on peut avoir et qui sont là pour le coup biaisés. Donc, identifier si elle est compétente ou experte, c'est quand même un travail en soi. Et c'est vrai que c'est pas facile, mais au moins on peut insister dessus. C'est le premier point. Le deuxième, c'est est-ce qu'elle a intérêt à nous tromper ou pas? Et évidemment que ça participe à notre méfiance ou plutôt vigilance, j'aimerais dire, dans la fiabilité de la source qu'on a en face de nous. Et enfin, je crois que c'est un des critères qui recoupe bien avec les sciences en général, c'est est-ce que plusieurs sources convergent? Alors, ce ne sont pas, à nouveau, comme celui-ci, ce n'est pas un sous-critère, si vous voulez, parfait, mais au moment où on croise les sources et qu'on s'aperçoit que plusieurs experts d'un même domaine convergent vers une même position, ça peut quand même augmenter notre confiance dans ce qui nous est dit. Et c'est finalement l'inverse de ce qui s'est passé avec les propos de Didier Raoult pendant tous ces mois où il nous a parlé de son traitement. Deuxième point, les contenus. Parce que j'allais vous dire, que ce soit Didier Raoult ou quelqu'un d'autre, oui, les sources c'est important, mais et alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on a identifié que c'était un journaliste du Monde qui venait d'écrire l'article? Bah, ça y est, on a identifié la source. Elle est compétente? Oui, c'est un journaliste, il a sa carte. Oui, visiblement, c'est un journaliste scientifique. Bon. Mais qu'est-ce qu'il dit? Sur quoi s'appuie-t-il? Est-ce que le contenu de ce qui est dit est fiable ou pas? Et donc, là, rentre en jeu des sous-critères sur le contenu. Est-ce que les preuves qui sont fournies sont de qualité? Est-ce qu'ils se basent que sur un micro-trottoir, des témoignages de monsieur ou madame? Est-ce que c'est son expérience personnelle, il nous raconte ce qu'il a vécu, ou est-ce qu'il va aller chercher un petit peu plus haut? Est-ce qu'il va aller chercher un petit peu plus haut dans la hiérarchie des preuves? J'en reparlerai à la fin. Deuxième point, est-ce que les arguments qui sont à l'appui de son contenu sont suffisamment valides? Est-ce qu'il n'est pas en train de nous faire des sophismes ou des paralogismes si on ne lui prête pas d'intention malveillante? Est-ce que c'est valable finalement? Donc ces arguments, logiquement, est-ce qu'ils tiennent la route? Et troisième point qu'on oublie très souvent, mais qui relie à ce que j'ai dit au début, est-ce que, et c'est sans doute le premier geste qu'on fait quand on a à trier une information, est-ce que cette information est plausible au regard des connaissances que l'on a? Et ça veut dire qu'il faut donc être capable de développer aussi avec nos élèves cette reconnaissance de ce qui est de l'ordre de connaissances plutôt fiables, qui sont en nous, ou de croyances aussi beaucoup moins fiables sans doute et qu'on peut avoir en nous. Alors, je ne reviendrai pas là dans cette présentation sur croyances et connaissances, mais c'est une partie en fait du travail qu'on peut faire avec les élèves, vraiment assez fondamentale. Et donc, arriver quand on voit arriver cette information, d'arriver à essayer peut-être que vous connaissez ce principe de parcimonie qu'on appelle aussi le rasoir d'Occam, qui pourrait être un outil assez intéressant de dire quelle hypothèse privilégier entre celles qui me sont fournies dans toutes les possibilités. Est-ce que c'est plutôt plausible que
dans les calanques derrière chez moi, il y ait des arbres orange fluo. Je pense que si je vous dis ça, ça risque sans doute de vous appeler un peu de méfiance et vous aurez raison. De manière parcimonieuse, peut-être que vous direz que, eu égard à vos connaissances, des arbres orange fluo, même si vous n'êtes jamais venu dans les calanques, c'est peut-être pas très plausible. Bon, voilà. Et donc, de travailler avec les élèves là-dessus, ces sous-critères-là, évidemment, on pourrait rajouter encore des sous-sous-critères, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vous ai mis une infographie, je la laisserai dans le diaporama, donc je n'y reviens pas. Merci Christophe Adoyan, qui fait partie du GT8 aussi, qui avait essayé de résumer tout ce que je viens de dire là, pour arriver à travailler sur ces critères-là avec les élèves. Il avait parlé un peu de confiance au maître, je trouvais ça assez joli. Et de toujours se rappeler, et je vais afficher cette diapo là maintenant pour en discuter, donc en résumé, et toujours se rappeler que on va travailler avec les élèves sur 2 dimensions, des savoir-faire, des méthodes, mais aussi sur ces dispositions, sur ces attitudes qu'on va incarner, j'espère bien, dans nos cours. Donc, je crois que c'est vraiment fondamental. Et je parlais tout à l'heure de métacognition, un geste qu'on fait assez régulièrement, mais qui participe au travail sur l'esprit critique, interroger régulièrement les élèves sur pourquoi, en fait, on pense ce que l'on pense, qu'est-ce qui nous amène à avoir plus ou moins confiance dans ce que j'ai trouvé dans tel ou tel site, sur tel ou tel réseau, sur tel ou tel livre, bref. Travailler sur pourquoi je détiens ou pas telle ou telle croyance, opinion ou jugement sur un sujet donné. Alors, souvent, on présente des ouvrages qui dans le champ de l'éducation à l'esprit critique, nous donnent des pistes. J'ai participé à quelques-uns de ceux-ci, et souvent le reproche qui est fait, c'est mais Denis, ce sont des séquences entières, c'est long, on ne peut jamais faire ça, ça chamboule trop nos pratiques. Alors, je crois que je reprendrai le mot d'Elena Pasquinelli, qui est aussi dans le rapport, c'est-à-dire de défendre l'idée que faut pas tout chambouler, tout ce qu'on fait. Ce que l'on fait déjà peut facilement en fait s'agrémenter de quelques gouttes d'esprit critique dans nos pratiques. Et ces gouttes d'esprit critique, on les retrouve à travers plein de thématiques. Alors évidemment, il faut se sentir compétent pour le faire. Mais ça, c'est évidemment à chacun de se former ou de continuer à se former ou d'aller voir un petit peu plus loin si jamais on en a envie. Quand il s'agit de travailler sur l'épistémologie, sciences, pseudosciences, croyances, connaissances, comment s'y retrouver, méthodologie d'enquête, méthodologie pratique, je l'ai mis à la fin, mais aussi travailler sur l'argumentation, le débat. On est peut-être parfois réticent à s'exprimer ou à faire s'exprimer les élèves, mais bon, au moins dans l'enseignement scientifique, je crois qu'on a de quoi faire. Et puis au collège, évidemment aussi, des sujets sur lesquels s'engagent des connaissances, c'est vrai, mais aussi des opinions, des jugements qui intègrent d'autres dimensions que simplement des connaissances, des valeurs, des choix éthiques aussi qui peuvent, politiques, dans le sens noble du terme, hein, idéologique, qui vont guider aussi nos interactions et surtout, et aussi pour les élèves qui vont guider leur raisonnement et leur manière de se positionner. Moi, je vais revenir aussi sur les biais et processus cognitifs. Et je ne vous parlerai pas d'EMI, mais évidemment, ça c'est toute la partie aussi sur le travail des sources, l'analyse des médias, tout ce qui peut déterminer une critique éclairée de l'information, cette fois-ci au sens des médias. Et donc, je voudrais revenir sur ce point-là, les processus cognitifs, parce que c'est une entrée qui est développée depuis plusieurs années, notamment en sciences cognitives, mais pas que, en sciences sociales aussi, en psychologie sociale, sur sur quoi on peut s'appuyer pour travailler l'esprit critique en termes de mécanismes cognitifs et de processus. Eh bien, une manière on va dire un modèle, si vous voulez, théorique, et qui s'applique en tout cas plutôt pas mal au tri d'informations, qui est assez bien étayé depuis de nombreuses années, c'est le modèle des systèmes 1 et 2, systèmes cognitifs, qu'on appellera donc parfois 1 et 2, intuitif et analytique, heuristique et analytique. Voilà, il y a plusieurs manières de les différencier ou de les distinguer. Qu'est-ce que ça nous dit en fait du tri d'informations? Bien, le système 1 représenterait un petit peu notre manière de trier l'information en mode automatique, en mode rapide, en mode j'ai pas vraiment le temps en fait de m'y pencher, mais j'ai quand même besoin de savoir si c'est plutôt vrai ou faux, plutôt fiable ou pas fiable, si ça marche ou si ça marche pas. Et on l'utilise tout le temps. Je dois choisir un restaurant, je suis dans une ville que je ne connais pas, quels sont les mécanismes, les heuristiques d'une certaine manière, les raccourcis que je vais utiliser pour trouver le bon resto. J'ai 5 minutes, qu'est-ce que je fais? J'ouvre une application, je regarde les avis des gens. Bon, c'est pas ultra fiable, mais déjà c'est un indice. J'appelle quelqu'un que je connais dans la ville.
Peut-être qu'il connaîtra un resto à me conseiller. Ça ne me garantit pas qu'il est formidable. Bon, je regarde la carte, je regarde s'il y a des gens assis, je regarde si c'est propre ou si c'est pas propre. Tout cela, ce sont des indices qui vont nous guider dans notre choix. Mais évidemment, si je voulais vraiment évaluer si le restaurant était un bon restaurant, je passerais plutôt en système 2. Et là, c'est tous les processus analytiques au sens de raisonnement, prendre le temps, résolution de problème. Là, on est face à un problème. Est-ce que ce resto est bon? Est-ce qu'il est meilleur que l'autre? Si je devais, vous voyez, par exemple, organiser un mariage, je pense que je passerais en système 2. Et on a souvent tendance à croire que ce système 2 est caractéristique de l'esprit critique. Donc, ça l'est, évidemment, parce que c'est bien toutes ces méthodes lentes d'analyse que l'on travaille souvent avec nos élèves qui vont nous permettre de mieux savoir si quelque chose est fiable ou pas, plutôt vrai ou faux, bon, plutôt efficace ou pas. C'est ça qu'on va mettre en œuvre. C'est vrai. Mais n'oublions pas que si on en restait qu'à ça, parler aux élèves d'esprit critique, alors ça serait complètement infaisable, parce que qui prend des heures à chaque fois pour vérifier toutes les informations? À un moment donné, si on souhaite que le transfert soit opéré dans la vie de tous les jours avec les élèves, c'est-à-dire quand ils rentrent chez eux, eh bien, il faut s'assurer aussi que ça soit faisable, concrètement. Et donc, ne pas négliger aussi de travailler avec eux tous ces raccourcis qu'on va essayer d'améliorer, dont on va essayer d'améliorer la fiabilité. Et c'est sûr que si on parle d'arguments d'autorité, on pourrait se dire, oh là là, en première approche, c'est pas du tout de l'esprit critique de se baser sur un argument d'autorité. Et pourtant, n'est-ce pas ça que l'on fait tout le temps? Pour ceux qui ont vécu l'épisode du chorizo avec Étienne Klein, je dois avouer que je suis tombé complètement dans le panneau pendant les quelques secondes où j'ai regardé cette tranche de chorizo, étant persuadé que je découvrais une image de James Webb Telescope et je ne savais absolument pas ses qualités ou ce qu'il était capable de faire. Alors, j'avoue, je suis pas assez spécialiste du chorizo aussi, donc c'est peut-être pour ça que je n'ai pas très bien détecté. Mais bon, en tout cas, j'avais fait confiance à Étienne Klein. Et en première approche, c'est raisonnable. Et donc, il a dénoncé ça, bien entendu, l'autorité n'est pas toujours fiable. Oui, oui, mais la plupart du temps, ça marche pas mal. Vous êtes une forme d'autorité pour les élèves. Démontrez-vous tout ce que vous racontez à vos élèves. Prouvez-vous tout, absolument tout ce que vous dites. Non. Et évidemment qu'on s'appuie sur d'autres choses, mais en première instance, c'est aussi sur une forme d'autorité légitime, j'entends. Parce que dans un champ donné, si vous vous mettez à parler de votre manière de faire les pizzas, j'espère que les élèves auront peut-être un soupçon de doute sur l'argument d'autorité que vous déployez. Alors, sauf si vous êtes pizzaiolo, auquel cas c'est encore autre chose. Et il y a un troisième point aussi, c'est que il y a cet aller-retour qu'on peut essayer de faire entre système 1 et système 2, c'est-à-dire, plus que l'aller-retour même, savoir à quel moment il est judicieux d'en rester au système 1, parce que finalement l'enjeu n'est pas extraordinaire et qu'on peut s'en contenter, mais aussi de passer au système 2 quand c'est nécessaire. Si une foule de personnes court dans la rue en hurlant fuyez, oui, je ne vais pas passer en mode système 2, je vais aller vérifier les preuves. Bon, non, là je fuis avec les gens. Passer en système 2, c'est ces moments où il y a un véritable enjeu, une véritable nécessité à aller s'assurer en fait de la réalité ou de l'efficacité de ce qui est avancé. Et donc de savoir à quel moment on suspend son jugement ou au contraire on va creuser et on va prendre le temps d'aller plus loin. Je voulais quand même rajouter un point, c'est que je ne voudrais pas que vous ayez une focale que sur les processus cognitifs qui ne sont qu'une partie de l'analyse alors là, il y a écrit fausse croyance, je vous renverrai vers, vous voyez le lien, la conférence de Sylviane Delouvet et de Thomas Durand notamment, qui parlait d'esprit critique, et Sylviane Delouvet est revenue sur une étude de Hecker et Lewandowski notamment, qui essayait de dresser un petit peu les facteurs qui font qu'on va croire ou ne pas croire quelque chose. Et évidemment, il y a toute la partie du haut, ce sont ces facteurs cognitifs. Mais résumer un tri d'informations à ça serait une grosse erreur. Parce qu'évidemment, en psychosocial, on a beaucoup d'autres éléments qui vont nous faire comprendre qu'on adhère ou pas à quelque chose. Les indices de source, c'est-à-dire à une appartenance à un groupe, une attractivité d'un groupe particulier, et vous imaginez bien dans un groupe classe qu'il peut y avoir, mais même déjà entre nous, en tant qu'enseignants. Il y a un facteur émotif aussi, à quel point une information va susciter une émotion et peut-être améliorer, ça peut améliorer, ou au contraire biaiser notre manière de l'analyser. Et puis aussi nos idéologies et tout ce qui forge nos valeurs, tout ce qui forge notre caractère et notre manière de voir le monde. Donc tout ceci interagit aussi dans la genèse des croyances, quelles qu'elles soient. Je voulais quand même ne pas l'oublier, même si j'insiste aujourd'hui sur les heuristiques, comme c'est écrit là, et les biais cognitifs. Parce que oui, ces heuristiques nous conduisent parfois à bien évaluer, et parfois aussi à ne pas bien évaluer. Et quand on se trompe d'une certaine manière, eh bien c'est ce qu'on appelle des biais cognitifs. Je vous conseille le livre de notre collègue Pascal Wagner-Egger, qui est un des rares qui fait le tour d'horizon de ces biais cognitifs de manière assez ludique et précise, surtout en ayant beaucoup de nuances dans la manière de faire.
Je ne vais pas revenir sur tous les biais qui existent, parce qu'il en existe trop. Mais avant d'en aborder quelques-uns, je voulais vous alerter sur un point, moi, qui me semble assez crucial, parce que j'ai vu, au cours de toutes ces dernières années, un engouement pour le traitement on va dire, dans le développement de l'esprit critique, de former au biais. Alors oui, c'est absolument utile, je pense, et intéressant de sensibiliser les élèves au biais. Je vais essayer de le justifier. Mais si on n'y prend pas garde, j'ai vu aussi parfois de l'exagération dans ces manières de faire. C'est-à-dire, déjà, considérer qu'on est juste un moteur, vous voyez, un algorithme qui traite, et puis il y a des biais de raisonnement, et puis il suffit de les corriger, et puis tout ira bien. Ben non, c'est pas si simple que ça. Parce qu'on va le voir, les biais, c'est pas toujours facile de les contourner, ils sont toujours là. On va pas non plus régler le problème juste en évacuant des biais, parce que c'est pas possible. Et puis surtout, est-ce qu'on ne va pas semer aussi une forme de méfiance, vous voyez, un peu trop exagérée dans la tête de nos chers élèves, parfois en construction, parfois aussi en sous-confiance. C'est vrai que ça arrive. Donc attention à ne pas méfier, ne pas semer une méfiance systématique, ni de réduire euh, le- le- les processus de traitement de l'information juste à des mécanismes cognitifs. L'idée, c'est utiliser les biais cognitifs pour travailler sur une disposition dont je vous ai parlé, qui est l'humilité intellectuelle. C'est-à-dire, déjà, se rendre compte qu'il est possible que nos sens, notre manière de traiter l'info, nos mécanismes cognitifs, ne sont pas juste parfaits. Alors, c'est peut-être évident quand je le dis comme ça, mais le faire vivre aux élèves, s'en rendre compte, c'est déjà une première étape. C'est la première étape d'une construction ou d'une reconstruction et si jamais, et donc vous venez de le voir, chers élèves, il est difficile de finalement s'en remettre qu'à nos jugements, raisonnements, perceptions, que peut-on faire pour s'assurer d'un peu plus de fiabilité? Et c'est là où on va monter dans l'échelle des preuves, dans les observations, dans la manière de les générer, dans les expériences, finalement dans le niveau de preuve. Ceci va permettre et je reviens à la définition, d'être capable de un peu mieux calibrer sa confiance, donc d'essayer de rendre, vous voyez, de coller en quelque sorte nos réelles compétences à notre évaluation, finalement, qu'on en a. J'ai certaines compétences, je suis face à un problème, je sais que c'est plutôt difficile, voilà. Est-ce que j'ai raison? Ouais, là, je suis plutôt bien calibré. Par contre, si je trouve que c'est très difficile, alors qu'en fait, ça l'est pas et que vraiment j'ai réussi, je suis un peu décalé du mauvais côté. On va dire que le plus gros souci, c'est plutôt ceux qui sont sûrs que c'est facile, qui pensent qu'ils vont y arriver, qui pensent que le tri de l'info, c'est pas, enfin, ils y arrivent parfaitement et qui en réalité se plantent. Un petit peu de surconfiance. On parlera de biais de supériorité illusoire. Peut-être que vous avez entendu parler d'effet de Dunning-Kruger. Alors, si vous avez des questions là-dessus, je reviendrai volontiers parce que je crois qu'on fait aussi parfois de la mauvaise vulgarisation sur ce biais de supériorité. Donc, premier, moi, il me semble qui colle le plus avec nos pratiques en sciences physiques et chimiques, c'est le biais confusion, corrélation, causalité, que Wagner et Gare appellent aussi biais de corrélation illusoire ou effet de corrélation illusoire. Bon, je vais pas trop m'appesantir dessus, mais il me semble que c'était important d'insister là-dessus. Il y a plein de moyens de travailler avec les élèves là-dessus. Mais quel est le message en fait qu'on veut faire passer? Moi, il me semble que le message à faire passer, ce ne sont pas des distinctions qui sont réservées à des professionnels de la physique-chimie ou des sciences en général. Dans notre vie de tous les jours, ne pas confondre corrélation et causalité, et je vais aller tout de suite au fond des choses, hein, ben oui, il y a plus de Noirs et d'Arabes dans dans les prisons, donc les Noirs et les Arabes ont une essence en eux, vous voyez, de malfaiteurs et corrompus. Alors vous voyez peut-être qui je reprends, mais évidemment en déformant un petit peu les propos, mais c'est cette idée en fait, à quel point une association entre deux variables n'induit pas forcément, ou ne peut pas forcément en inférer, une causalité. Et dans les phénomènes physiques, évidemment, c'est au quotidien. Mais vous voyez qu'il y a un enjeu aussi dans notre société à ne pas transposer ce genre d'erreur à des situations de la vie de tous les jours qui sont un peu plus impactantes que simplement un cours de physique-chimie. Donc, bon, là, je vous ai mis l'image du chat, si vous avez compris, c'est pour aussi avoir un petit côté ludique. Selon le niveau des élèves, comment on attaque ça? Alors, moi, je viens de l'école zététique, pour tout vous dire, hein, si vous l'avez pas compris ou si je l'ai pas dit, mais
Voilà, c'est Henri Brock, et pour ceux qui l'ont connu, qui est à la retraite maintenant, et le laboratoire de zététique à Nice. Et lui, il parlait d'effet cigogne. Vous savez, la corrélation entre le nombre de naissances dans les villes et les villages de l'Est de la France et le nombre de naissances. Voilà, on avait une belle corrélation. Ce n'est évidemment pas la preuve que les cigognes apportent les bébés, et on va chercher des variables de confusion. Et c'est là où se loge l'intérêt. Alors, comment le travailler avec les élèves? Bien, vous avez une séquence de la main à la pâte qui est assez intéressante, qui commence par travailler avec les élèves sur ce graphique qui illustre le nombre de fautes d'orthographe en fonction de la taille des pieds. Et on voit que plus on a de grands pieds, moins on fait de fautes d'orthographe. Et là, la réflexion s'entame avec des tout petits. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quand même incroyable, non? Est-ce que ça peut être... Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Il y a plusieurs explications qu'on va travailler, hein. Est-ce que c'est du hasard? Est-ce que c'est vraiment l'un qui cause l'autre? Est-ce que c'est peut-être la taille, peut-être que c'est le nombre de fautes qui cause la taille des pieds? Oui, on peut inverser la causalité. Et est-ce qu'il n'y aurait pas un facteur de confusion? Moi, je vous passe évidemment la résolution, mais on en arrive à identifier que c'est l'âge ou la classe, en quelque sorte, le facteur de confusion. Donc, c'est lorsqu'on identifie donc à classe égale, on va voir que la corrélation disparaît. Mais ça peut être aussi le hasard. Et ça, c'est quelque chose d'assez important. Oui, des corrélations existent, même, même quand elles sont très jolies, et même lorsque le coefficient est proche de 1. Et là, vous avez un site vous pouvez générer vous-même des corrélations illusoires, donc là, pour le coup, des vraies coïncidences. Là, c'est le nombre de nouveaux-nés prénommés Kevin dans les Bouches-du-Rhône et le taux d'homicide en France. Alors, d'aucuns diront que il y a peut-être un facteur de confusion, mais bon, ça c'est évidemment que non, enfin, je pense pas. Et je reprends le travail peut-être que vous connaissez ce site, sinon allez le voir. Notre collègue Nicolas Petit de l'Académie de Nantes, alors peut-être qu'il est avec nous aujourd'hui, je ne sais pas, mais en tout cas, merci et bravo à lui pour tout le travail qu'il fait. C'est une mine, son site. Et là, par exemple, une des séquences qu'il travaille avec les élèves, c'est sur, voilà, regardez, si on prend un bout de graphique qui montre l'éclairement du soleil et la température moyenne sur Terre, bah, vous voyez, c'est corrélé. Alors, qu'est-ce qu'on en déduit? Bah, en fait, si on élargit le graphique, ok, c'est plus corrélé. Mais alors, qu'est-ce qu'on en déduit aussi? Mais en réalité, rien. Et c'est ça qui est important aussi de comprendre, c'est que la corrélation ne suffit pas en elle-même. Il va falloir aller plus loin. Expliquer les mécanismes qui peuvent être à l'œuvre aussi dans ce lien entre les deux variables. Est-ce qu'il y a aussi une variable de confusion? Plusieurs. Bon, c'est un vrai travail en réalité d'enquête et de recherche. Alors en épidémiologie aussi, évidemment, ça se fait encore plus parce que les facteurs de confusion sont encore plus nombreux. Mais quel que soit l'endroit qu'on va prendre, on a moyen de glisser, vous voyez, ce travail sur corrélation et causalité. Un autre biais qui me semble absolument fondamental, c'est le biais de confirmation. Pourquoi? Parce qu'il est un peu en fond, vous voyez, de tout ce qui va se jouer quand on perçoit une information. Pour reprendre la définition, on appelle biais de confirmation d'hypothèse, donc tous ces mécanismes un petit peu intuitifs qui nous amènent à favoriser, se rappeler des informations qui collent en fait à nos idées déjà qu'on a dans notre tête, ou nos croyances de départ. Alors, ce biais de confirmation, vous voyez, je vais un peu le pondérer, c'est aussi un mécanisme d'autodéfense d'une certaine manière. Quand quelqu'un nous dit quelque chose qui ne va pas avec ce qu'on pense, on aura plus facilement tendance à le rejeter. Vous voyez, c'est un mécanisme de vigilance. Alors, on appelle ça biais. Oui, parce que si on s'enferme justement dans des idées qui collent en permanence avec les nôtres, eh bien, on ne va jamais détecter ce qui fait là où on se trompe d'une certaine manière. Il y a un deuxième point dans le biais de confirmation, c'est le côté actif. C'est pas simplement un filtre, c'est aussi la tendance qu'on a à aller chercher à confirmer plutôt qu'à réfuter. Et là, je crois que vous verrez le lien facilement avec l'histoire des sciences et les sciences en général. C'est-à-dire le travail du scientifique n'est-il pas plus d'aller chercher à tester, au sens d'aller mettre en péril, en quelque sorte, ces hypothèses, pour voir jusqu'où elles tiennent, ou au contraire, est-ce plutôt d'aller les confirmer ad vitam aeternam? Et vous voyez que, évidemment, que c'est un échange entre les deux. Évidemment qu'on passe pas sa vie en recherche à toujours tester si on a tort, quoi. Ça serait faux de le dire, je pense. Mais le garder en fond et de toujours essayer de penser comme ça à l'envers, d'une certaine manière, de cette tendance à vouloir confirmer en permanence, c'est un des mécanismes, sans doute difficile, mais qui va nous amener un coup à nous exposer à des avis contradictoires, à lire un journal qui n'est pas forcément de notre bord politique, à quand je regarde ma montre et que je suis persuadé qu'il est toujours 11h25, bah, me rappeler aussi peut-être des fois où j'ai regardé la montre et qu'il n'était pas 11h25. Bon, tous ces moments-là où on va penser un petit peu à l'envers. Et dans les biais cognitifs classiques, donc ce biais de confirmation-là, pourquoi je disais qu'il est majeur? Parce que il va conditionner un petit peu tout le reste. Et si on arrive à l'éviter avec deux astuces, hein, moi, que j'aime bien donner aux élèves, c'est quand ça nous plaît, c'est là où il faut être encore plus vigilant.
C'est pas facile, c'est pas agréable, mais je pense que c'est nécessaire. Et donc, comme je le disais, de penser à l'envers, chercher ce qui pourrait prouver que nos idées sont fausses. Et là, on en a tellement d'exemples, en fait. Vous voyez, quand on pense à ce fameux biais du survivant, vous voyez, qui est illustré par le milliardaire qui a réussi en partant de rien. Vous voyez, quand on veut, on peut. C'est ouais, d'accord, mais ça, c'est le survivant. Combien de personnes ont voulu faire ce qu'elles voulaient? Combien de personnes ont voulu sortir de là où ils étaient, de leurs conditions? Ils n'y sont jamais arrivés. Je veux dire, c'est pas qu'une histoire de volonté, il y a des facteurs socio-économiques, de la chance, plein de choses qui conditionnent que quelqu'un réussisse. Vous voyez, comment on peut aussi déconstruire parfois une idée un peu assez ancrée, hein. Voilà, j'y suis arrivé parce que voilà, j'ai voulu. Bon, bah, c'est pas si simple que ça. Je vous renvoie vers ce joli travail de l'IRES de Toulouse aussi, prédiction de Google et biais de confirmation, euh, qui est assez remarquable pour travailler là-dessus de manière générale avec nos élèves. Alors, on peut illustrer ça, moi j'aime bien le faire aussi avec l'histoire des sciences, j'en parlais un peu tout à l'heure. Euh, les canaux de Mars, pour ceux qui... enfin, je vous renverrai vers l'histoire, je ne vais pas la raconter, mais je trouve qu'elle est assez emblématique d'un moment de l'histoire des sciences où on peut travailler avec les élèves sur, oui, mais attendez, c'est pas que pour nous, ça vaut aussi dans la démarche scientifique en général. Parce que quand les premiers astronomes vont observer et vont commencer à cartographier Mars, à quel point ont-ils vu, à quel point ont-ils voulu voir, à quel point ont-ils voulu confirmer ce que certains avaient vu et voir ce qu'ils souhaitaient voir dans la surface de Mars, donc les fameux canaux, bon, qui, au sens de canaux, n'existent pas, même s'il y a peut-être des tracés un peu rectilignes parfois qui peuvent exister. Mais donc cette histoire de Mars, alors déjà, ça amène à plein de débats là-dessus. Alors pourquoi on parle de martiens? Voilà, moi, j'aime bien démarrer là-dessus. Pourquoi les extraterrestres, c'est des martiens? On voit qu'on peut le rattacher avec l'histoire des sciences et tout ce qui s'est passé, voire même à tout ce qui s'est passé pour montrer que c'était aussi des illusions en partie. Évidemment. Alors, dû au matériel qui était utilisé, certes, mais pas que. Donc, il y a un peu de nuance aussi dans ce qui s'est passé. Je trouve ça assez joli. On peut enchaîner évidemment avec les clichés de la sonde Viking et ce fameux visage de Mars. Voilà, et sur les manières ensuite enfin, de travailler avec les élèves sur le pouvoir de résolution, sur finalement quand on affine un peu les images, on s'aperçoit qu'il y a pas tant que ça. Il y a pas de visage. Bon, il y a plein de manières de travailler là-dessus. Ça me renvoie vers une porte d'entrée aussi, je pouvais pas ne pas vous dire, parce qu'elle est au cœur de notre pratique. Moi, j'aime beaucoup travailler sur les pareidolie. Donc, vous savez, ces processus qui nous amènent à repérer des visages, des formes, alors parfois dans des objets du quotidien, mais aussi dans des nuages, dans des fumées, dans des monuments, dans des réveils. Bon, voilà. Donc, leur faire sentir aussi que c'est un processus normal de notre cerveau, d'identifier des formes connues. Et c'est pas ça qui va prouver qu'en fait, il y a vraiment un visage. C'est pas ça qui va prouver qu'il y a quelqu'un qui se déplace sur Mars. Et on peut prendre des photos des robots qui ont été envoyés. Il y a toujours une forme qui traîne. Les élèves vont la repérer. Voilà. Et évidemment, de déconstruire avec eux cette idée avec les pareidolie. Juste un point important sur les illusions d'optique, qui est un grand classique pour travailler sur l'humilité, justement, et l'idée d'aller chercher plus loin. Moi, j'aime bien poser ça comme question aux élèves, c'est peut-on décider de ne pas se tromper? Au-delà de l'explication de l'illusion, c'est leur montrer une image, montrer que la barre, vous la connaissez sûrement, est plus claire d'un côté que de l'autre, bon, que c'est dû au fond, on leur montre la résolution. Alors déjà, ils ne croient pas forcément. Et admettons qu'on soit arrivé à ce qu'ils nous croient, qu'est-ce qui va se passer si on remonte en arrière? Qu'est-ce qui se passe si on remet le fond? Bien là, vous avez une question à poser aux élèves qui est intéressante. Allez-vous en continuer à avoir cette illusion? Si vous savez qu'elle est uniforme, cette barre, allez-vous continuer à avoir l'illusion? Eh bien, bon, je vous la remets, hein, si au cas où vous douteriez, non, on continue à se faire avoir, évidemment. Alors, on se fait avoir. Alors, on se fait avoir ou pas, si vous voulez, mais c'est notre cerveau qui va interpréter ça dans un contexte donné. L'illusion d'Adelson, c'est pareil. Mais pour aller plus loin sur l'illusion d'Adelson, ce qui est intéressant avec ces deux cas, c'est que ils vont souvent demander à regarder le diaporama, à imprimer l'illusion d'optique. Mais et qu'est-ce que ça va prouver en fait qu'ils le voient? Je veux dire, on en reste toujours au même point. On va comparer les deux images de la case A et B en les découpant, par exemple. Bon, ils vont voir que c'est la même chose. Très bien, mais on a vu aussi que nos sens pouvaient nous tromper avec d'autres illusions avant. Donc, est-ce que ça suffit? Et vous voyez, c'est là où on va monter d'un cran. On va passer d'une certaine manière de nos sens à une objectivation, en fait, de l'information. Est-ce que ces cases sont vraiment de la même couleur? Et là, on retombe dans les sciences. Passons à la mesure. Une mesure un peu plus objective, on espère, que simplement notre simple perception. Je vous renverrai vers ce joli travail de Delphine Laugier, collègue de physique, qui a écrit dans le livre Explicatif, outils et méthodes pour le second degré. Ça s'appelle De l'impression à la mesure. Elle démarre avec des masses.
à faire évaluer avec les élèves. Bon. Et ensuite, elle termine avec les illusions et donc le repérage, un pointeur, vous savez, de couleurs dans Paint qui permet d'analyser la composition RVB d'une couleur. Voilà, donc une séance assez sympa que je vous invitais à découvrir. Mais ça permet aussi de parler d'autre chose, ce biais de confirmation. Je voulais susurrer un peu, vous voyez, quand je l'ai un peu avancé, c'est la réfutabilité d'une certaine manière. C'est la réfutabilité qui, qui se loge un peu dans tous les moments où on va faire des expériences avec les élèves. Je voulais prendre l'exemple de la loi des nœuds parce que alors, je l'ai vécu, peut-être que vous le vivez encore, peut-être que vous le faites comme ça, peut-être que vous le faites pas. Bon, cette pratique est assez commune de peut-être, pour certaines raisons, de donner la loi des nœuds aux élèves. Alors vous allez me dire, ben non, on va la faire découvrir, on fait un TP inductif, très bien, mais à un moment donné, si vous voulez aussi dire, ben voilà, on a étudié un circuit théorique, et puis on s'est posé une question, tiens, qu'est-ce qui pourrait se passer pour le courant? Ben tiens, ben voilà, on a ça, la loi des nœuds, qui pourrait nous dire que on l'a dans la littérature. Tiens, testons la loi. On peut avoir envie de tester une loi. Imaginez que les élèves testent les courants dans le circuit et arrivent à ça comme mesure. La question, c'est qu'est-ce qu'ils vont conclure, à votre avis, quand ils vont voir que I1 plus I2, ça fait pas I? Comment on prépare, en fait, cet échec, en quelque sorte, de l'expérience? Alors, vous allez me dire, c'est pas vraiment un échec, Denis, c'est juste qu'on a oublié qu'il y a des incertitudes, des erreurs de mesure. Oui, oui, bien sûr. Mais est-ce que c'est pas le lieu, justement, de travailler ça avec les élèves? Est-ce qu'il n'est pas plus important, à ce moment-là, justement, de, travailler sur ces notions-là, avec les élèves, plutôt que le fait qu'on soit arrivé ou pas à tomber sur 0,48 pile poil? Mais je vais même aller plus loin parce que quand on va dire ça aux élèves, est-ce qu'on va leur dire, mais non, mais bon, si on n'y arrive jamais à avoir 0,48, si même on fait plusieurs mesures, bah déjà c'est une idée qu'on peut leur donner, évidemment. Bah tiens, on va faire plusieurs mesures dans la classe, puis peut-être qu'on va prendre toutes les mesures qu'on a fait avec toutes les classes qu'on a, toutes les mesures qu'on a fait les années d'avant. On va voir qu'en moyenne, ça tient la route. Bon, il y a plein de manières de faire. Mais il y a quelque chose de plus fondamental derrière qu'on peut aussi discuter avec les élèves, c'est comment on réagit à la confirmation ou la réfutation par la mesure d'une loi qu'on a donnée aux élèves. Qu'est-ce qu'on va dire là-dessus? Parce que souvent, moi, ça me revenait avec les élèves. Ils disaient, mais monsieur, et si on trouve en fait que ça marche pas, qu'est-ce qu'on dit? Moi, j'avais le réflexe de dire, bah, écoute, tu sais, non, cette loi, elle est quand même hyper bien, enfin, hyper fiable. En gros, c'est pas ton expérience qui va montrer que c'est faux. Vous vous rendez compte quand je disais ça, ce que je renvoyais aux élèves? J'ai- oui, avec le recul, je me dis, mais je leur disais, en fait, il y a rien qui pourrait montrer que c'est faux. Est-ce qu'on est dans un dogme qui est figé, qui changera jamais? Là, je parle d'épistémologie d'une certaine manière avec moi-même déjà, là, mais aussi avec vous et avec les élèves. C'est comment on va travailler sur déjà la manière d'utiliser ces TP, ces activités. Est-ce que déjà on est au clair avec c'est de l'inductif, on veut faire émerger une loi, mais ça pose une vraie question. Combien faut-il faire de mesures pour arriver à trouver une loi qui se généralise? Et deux, si on fait du déductif, qu'est-ce qu'on fait des mesures qui divergent? Et donc, on en revient à nouveau, je vous l'ai dit, la mesure d'incertitude, voire même l'utilisation des simulations. Bon, c'est une parenthèse, mais à quel point les simulations vont nous... les modèles qu'on va utiliser sur l'ordinateur, les applications, à quel point ça, en fait, ça va nous éloigner du vrai problème et de quelque chose de génial en fait, à travailler en termes d'esprit critique avec les élèves au point de vue épistémologique. C'est les simulations, en fait, ne nous disent rien de la réalité de ce qui se passe. Parce que forcément, on a rentré l'algorithme, la loi dans l'application qu'on veut utiliser. Par contre, là, il y a une question qui est sympa, c'est pour nous, c'est jusqu'à quel point on sait en principe, une mesure devrait être en capacité de réfuter une théorie. C'est bien le fonctionnement des sciences en général. Oui, mais dans ce que je faisais avec les élèves, je faisais un peu l'inverse. J'étais en train de dire, la théorie est plus forte en fait que toutes les mesures que tu peux faire. Et vous voyez, est-ce que c'est un procédé qu'on utilise en science, ça veut dire la théorie plus forte que toutes les mesures? Ouais. Là, je voudrais un peu apporter une nuance parce que, alors je vous l'ai pas mis la diapo, mais j'ai l'histoire de la découverte de Neptune et de Neptune, puis de la non-découverte de Vulcain, donc la planète soi-disant qui aurait dû se trouver entre Mercure et le Soleil. Je trouve que c'est un bon exemple. On a les lois de Newton, on est en 19e siècle, et puis ouais, on a Uranus qui fait pas exactement ce qu'on s'attend à ce qu'elle fasse. Conclusion, va-t-on jeter au placard la théorie de la gravitation, ou va-t-on chercher peut-être à rajouter une hypothèse ad hoc? Et dans ces hypothèses ad hoc, on a la possibilité d'une 8e planète. On va la calculer, le Verrier, Adams, hop, et on l'observe. C'est quand même pas mal. Je veux dire, on a trouvé, alors là,
Enfin, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas accepté que notre observation des anomalies, en quelque sorte, d'Uranus soit une réfutation de la théorie de la gravitation. Et on a eu raison. Il y avait derrière quelque chose en plus qu'on avait oublié. Oui, mais pour Vulcain, pareil. Périhélie de Mercure ne correspond pas à ce qu'on attend de la théorie. Qu'est-ce qu'on fait? On jette la théorie? Ben non, on essaie de trouver notre planète, Vulcain. On la trouvera jamais. Et qu'est-ce qu'on a fait pendant toutes ces années? On a gardé la théorie de la gravitation, elle marchait quand même plutôt pas mal. Donc vous voyez, c'est pas si simple, hein, parce que je vous parle de la réfutabilité de Popper depuis tout à l'heure. Hein. Oui, un système faisant partie de la science doit pouvoir être réfuté par l'expérience. Oui, et quand il l'est, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de la réfutation? C'est une vraie question qu'il faut se poser aussi dans notre manière d'apprendre, la manière dont on parle aux élèves. C'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que souvent on a pardon, j'ai mis le schéma après, je me suis trompé dans ma présentation, le schéma de on teste, si ça confirme, allez, on a corroboré notre théorie, si l'expérience ne confirme pas, on peut rejeter notre théorie. C'est pas si simple que ça. Par contre, il y a un point qui est intéressant aussi, c'est celui de ne pas oublier que la réfutabilité, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, notamment pour trier science et pseudoscience. C'est un réflexe qu'on peut avoir souvent. Donc cette idée qu'une discipline scientifique propose des hypothèses ou des théories qui acceptent de formuler des conjectures qui vont pouvoir se tester et donc qui vont pouvoir être mises en question potentiellement. Très bien, donc si ça ne le fait pas, on le jette au placard. Mais je suis désolé, en disant ça, vous rangez l'astrologie dans les sciences. Parce que l'astrologie a subi et a formulé des hypothèses qu'on a pu tester. Voilà. Alors quoi? Donc ça suffit pas en réalité. Il faut d'autres critères. Est-ce que c'est universel? Est-ce que c'est réplicable? Oui. Est-ce que c'est réfutable? C'est déjà un premier principe assez important parce que sinon, si c'est immunisé, alors déjà, ça sent pas bon. Est-ce que c'est cohérent de manière interne, mais aussi externe avec toutes les disciplines scientifiques? Est-ce qu'il y a une communauté académique organisée? Est-ce qu'il y a des publications, des relectures par les pairs? Est-ce que ça souscrit au matérialisme méthodologique? Bon, il y a plein de critères comme ça que je ne vais pas développer avec vous, mais qui sont intéressants à garder en tête. C'est pas si simple non plus de faire ce tri entre science et pseudoscience et on ne peut pas juste utiliser la réfutabilité comme un carton rouge. C'est plus compliqué que ça. Ça, c'était pour ce que je voulais dire. Et navré d'avoir inversé les diapos. Voilà. Et après, qu'est-ce qui fait quand la théorie a été réfutée en quelque sorte par l'expérience? Est-ce que vraiment on va réfuter la théorie? L'histoire des sciences nous dit que c'est un peu plus complexe que ça. Parfois, ça suffit pas, quoi. Les gens s'accrochent un peu à leur théorie. Je voulais enchaîner aussi par quelques mots sur ce qui est de l'ordre de la manière dont on parle aux élèves et dont, alors je parlerai pas forcément de posture ici, mais plus de notre manière dont on va utiliser ou confondre parfois notre rigueur à souscrire à un langage commun scientifique et des défauts dans la manière d'exercer des méthodes ou des pratiques en sciences. Ce que je veux dire, c'est que qu'un élève ne sache pas utiliser c'est pas un matériel donné dans nos TP, qui sache pas résoudre une équation ou utiliser un théorème donné. Bon, évidemment que là, on peut se dire que c'est quelque chose de problématique. Mais ce n'est pas la même chose que de ne pas savoir utiliser en fait un consensus de normes qui sont utilisées dans le langage. Parce que c'est vrai qu'on utilise des termes, des conventions qui diffèrent parfois du quotidien. Et parfois, quand on va utiliser comme dans un modèle comme celui d'un circuit électrique, on va parfois avoir des exigences qui, est-ce qu'elles sont vraiment de l'ordre de la science? Ce que je veux dire, quand on va corriger un élève sur la manière dont il a tracé une lampe ou un générateur, est-ce que le trait est bien fait, le trait qui dépasse le coin dans le circuit, et hop, on va entourer, puis on va rayer. À quel point, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais à quel point c'est aussi nécessaire pour nous de comprendre que le langage et les normes qu'on va utiliser avec les élèves sont un cadre qui est posé, qui nous permet de faire des sciences, mais qu'on peut aussi critiquer, qu'on peut aussi discuter, pas de la même manière que les résultats. Et donc, si jamais on ne prend pas garde nous-mêmes à avoir un petit regard critique sur cette distinction entre les deux, vous voyez, je crois que on peut passer à côté de quelque chose. Donc, comme le langage, c'est ce que j'ai écrit, structure évidemment notre compréhension du monde et ça l'influence, en partie, la manière dont on nomme les choses, je vais venir juste après, mais vous voyez déjà l'exemple qui est dessous, quand on utilise le mot naturel ou chimique à mauvais escient, je pense que ça a des impacts en fait assez importants. Bon, la différence entre chaud et température, oui, d'accord. Entre poids et masse, oui, d'accord. Mais franchement, si un élève il va peser son sac et qui dit bah oui, je le pèse,
Et puis là, c'est quoi que j'obtiens? Ben, c'est le poids. Ah ben non, c'est la masse. OK. Mais qu'est-ce qu'il doit dire en fait à la personne qui est en face de lui? C'est le poids, c'est la masse. Il va se rappeler que c'est la masse qu'il faut dire. Bon, très bien. Est-ce qu'il fait des sciences là encore? Alors vous allez me dire peut-être que oui. Vous n'allez pas être d'accord avec moi. Je dis pas que c'est pas important. Je dis que cette distinction, elle est utile pour nous pour y mettre l'importance qu'il faut. Et il y a parfois des moments où c'est plus important que d'autres. Moi, je vais insister sur ce point, par exemple, de naturel et chimie. Je trouve que c'est crucial parce que pendant des années, je l'ai colporté de manière assez mauvaise, je trouve. En n'attirant pas assez l'importance que j'avais, en tout cas l'importance de cette distinction-là, euh, qu'est-ce qu'on met derrière le terme chimique, qu'est-ce qu'on met derrière le terme naturel qu'on utilise parfois, espèce naturelle, espèce chimique. Mais rien que ça conditionne beaucoup de choses en fait. Parce que quand on voit toute la connotation qui est attachée au mot chimique, quand on voit l'impact que ça peut avoir pour des gens qui peuvent l'utiliser à mauvais escient ou à bon escient, on va vous vendre un produit qui va vous sauver votre peau parce qu'il n'y a plus aucun produit chimique dedans. C'est quand même bien d'alerter les élèves que là, l'utilisation du langage, en fait, elle est dévoyée parce qu'ils utilisent le mot chimique dans un sens qui est négatif, alors qu'en fait, ça veut rien dire. Ou au contraire, cette pratique naturelle qui va vous permettre de vous soigner. Mais en quoi ça va me permettre de soigner parce qu'elle est naturelle? Bon, je ne vous fais pas tout le travail qu'on peut faire avec les élèves derrière. Je vous renvoie à nouveau vers le travail de notre collègue de l'Académie de Nantes ici, qui reprend aussi une séquence qu'il y a dans le bouquin Esprit critique, outils méthode pour second degré. Allez voir, je pense que c'est assez important. Le coût du monoxyde d'hydrogène, je vous l'ai mis quand même parce que il est assez connu maintenant, mais c'est un classique quoi, pour travailler sur la connotation des mots, notamment en chimie, à quel point ça peut faire peur, mais à quel point justement on peut travailler sur le regard, le recul qu'on peut avoir quand on entend ces termes, prendre un peu de recul et ne pas tout de suite sauter à la conclusion que parce que c'est chimique c'est mauvais, ou parce que c'est chimique bah, c'est bon, ou parce que c'est naturel c'est mauvais ou c'est bon. Enfin en fait, ça ne nous dit rien, chimique ou naturel, et je crois que c'est ça souvent un message moi que j'aimais bien faire passer. Cela dit, je vous renverrai une question, moi qui m'a obsédé pendant assez longtemps, c'est est-ce qu'on est tous capables de bien définir ce que c'est qu'une espèce naturelle, synthétique ou artificielle? Et qu'est-ce que vous dites à vos élèves? Parce qu'en réalité, quand on cherche à trouver une bonne définition, c'est pas si simple. Je ferme la parenthèse, peut-être que ça reviendra dans les questions. Je voulais terminer avec quelques points sur la notion d'enquête. Alors, je vois qu'il est l'heure, mais on a commencé un petit peu en retard. Est-ce que, Cécile, je m'accorde encore 5 minutes ou est-ce que je conclus? C'est pas un souci, j'avais dit que je le ferais si j'avais du temps. Non, non, 5 minutes de plus, sans souci. Ok, allez. Parce que moi, mon grand regret dans mes études de physique, je ne sais pas, peut-être vous aussi, vous l'avez vécu comme ça, c'est une absence de focalisation. Alors, je parle même pas d'esprit critique hein, ou d'épistémologie, bon, ça dépend des parcours, mais pour moi, c'est une absence de focalisation sur euh, l'encadrement méthodologique des expériences. Vous allez me dire, bah, quand même, tu as fait des TP, tu as fait... Oui, oui, c'est vrai. Mais c'est pas ça qui me semblait absent. C'est toutes ces notions qui sont transversales à toutes les disciplines scientifiques. Et des notions qui sont transversales à toutes les disciplines scientifiques, j'en ai mis quelques-unes ici. Je pense qu'on insiste peut-être pas assez. Alors peut-être vous le faites, et tant mieux. Mais je trouve qu'on n'est pas assez formé à en parler. À quel point réfléchir à l'importance de travailler en aveugle quand on fait des expériences pour être sûr de ne pas être influencé par le résultat qu'on attend. Alors vous allez me dire c'est la base, ben oui, mais c'est encore mieux si on le dit alors à nos élèves. Alors le double aveugle, c'est un peu moins fréquent en physique, mais quand même, se rappeler aussi qu'il peut y avoir un effet expérimentateur. Oui, donc il faut le gommer. Donc le double aveugle, c'est l'expérimentateur et le sujet ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe. La randomisation, évidemment aussi, ça participe à un travail classique, mais en sciences, être capable de ne pas choisir nous-mêmes les échantillons, ce qui nous arrange. Voilà, une randomisation, c'est important pour pouvoir, dernier point, comparer des groupes, comparer des, oui, des groupes expérimentaux et témoins dans lesquels on va faire varier un paramètre ou pas. Les collègues des SVT l'utilisent bien plus souvent que nous, ça. Je vois pas pourquoi nous aussi, on ne mettrait pas un peu plus notre énergie à le faire. Si vous vous rappelez l'expérience de Pascal avec le tube de Torricelli, c'est ça, quoi. Un tube en bas, un tube en haut, on compare. Voilà, il fallait un témoin. Bon, c'est tout simple, mais voilà, toujours avoir des témoins. Alors, c'est vrai, évidemment qu'avec des tubes à essai, on peut le faire. On peut laisser un tube à essai, on peut rajouter une petite goutte pour voir s'il y a un précipité, hop, et on compare. Ben voilà. Mais qu'est-ce qui nous empêche ensuite de le dire? Et puis de prendre des exemples dans la vie de tous les jours aussi.
Des exemples dans la vie de tous les jours, souvent on pouvait en faire avec les TPE. Vous savez, c'était l'expérience de est-ce qu'on est capable de repérer la différence entre un yaourt à la fraise et, je sais pas moi, au citron ou à la banane, quand on ne connaît pas en fait le vrai goût du citron en aveugle. Vous voyez, on peut commencer à amorcer ça, ce travail-là avec des expériences de la vie de tous les jours, du goût, quoi. C'est quand même assez important. La réplication, évidemment, montrer aussi, comme les circuits, que en répétant plusieurs fois l'expérience, on va arriver à une conclusion sans doute un petit peu plus fiable. Et je reviens encore à l'histoire des sciences parce que j'aime beaucoup ça et puis je me dis que c'est quelque chose qui nous, en général, nous passionne aussi. Alors, si vous connaissez pas l'histoire de René Blondelot et de ses rayons N, je vous invite vraiment à aller la voir parce qu'elle est symptomatique de ce que je viens de dire là, à quel point un des plus grands physiciens du début du XXe siècle, fin du XIXe, était arrivé à se planter dans sa manière de faire vraiment une expérience et d'en conclure, en fait, finalement, ce qui n'existait pas, à savoir l'existence de nouveaux rayons. Alors, on est dans un contexte particulier, hein, donc il y a beaucoup de nouveaux rayons qui sont découverts, et ça n'a pas empêché Blondelot et toutes les personnes qui travaillaient dans son coin, on est à Nancy, hein, c'est pour ça que ça s'appelle Rayon N, de publier des articles, de reproduire l'expérience, ouais, mais des expériences qui n'étaient pas forcément faites dans les règles, on va dire, méthodologiques rigoureuses, jusqu'à ce que Robert Wood, arrive à découvrir en allant, en se rendant dans le laboratoire de Blondelot, comment en fait il s'y prenait et quel était le souci, et notamment le fait qu'il connaissait à l'avance finalement le résultat de ce qu'il devait observer, et forcément, il voyait toujours ce qu'il devait observer quand il devait l'observer. C'est ce que Wood découvrira. Vous avez dans Nature, à l'époque, là, c'est déjà une publication de Wood qui raconte justement les procédés de Blondelot. Donc, la notion d'aveugle ici, qui était fondamentale. Et voilà, je voulais terminer en vous parlant de cette échelle d'épreuve parce que je crois elle nous amène tous un peu à travailler avec les élèves sur qu'est-ce qui va faire qu'au final, après tout ce qu'on a raconté, après les méthodes d'enquête, après le fait qu'on ne soit pas parfait, mais qu'il y ait des mesures qui peuvent nous aider pourquoi finalement faire davantage confiance en termes de fiabilité au consensus scientifique? Eh bien, sans doute parce que les méthodes qui sont employées, parce que les processus qui sont utilisés dans la manière de rédiger, de la publication des articles nous amènent à nous tromper un peu moins que, oui, notre expérience personnelle, un témoignage, des rumeurs, un simple expert. Et de se rappeler qu'une étude n'est pas suffisante et qu'il en faudra plusieurs. Bref, toutes ces notions-là, si on les expose, si on prend le temps de les avoir avec nous, et là je laisserai les collègues en reparler tout à l'heure, mais c'est vraiment un moment où on peut gagner du temps et on peut gagner, vous voyez, une juste calibration, vous voyez, de la confiance qu'on peut avoir. Ce qui m'amène à définir les connaissances scientifiques, je vous les laisserai ici. Parler de connaissances scientifiques de manière claire avec les élèves, je terminerai là-dessus, c'est pour moi, c'est permet de traiter les élèves de façon égale, ça permet de les protéger, ça permet, quand on les affiche clairement comme étant des procédés, certes pas parfaits, mais qui nous amènent à un degré de fiabilité assez élevé, c'est de dire, vous voyez, si je venais simplement avec mes croyances, si j'étais non pas le prof de sciences, mais si j'étais juste monsieur machin qui parle à la première personne, alors vous seriez exposé à ce que je vous partage mes opinions. Et je pense que dans notre relation aux élèves, et notamment quand on parle d'esprit critique, si il y a évidemment des moments où on peut partager notre opinion avec les élèves, lorsqu'il est question de contenu, en général, et c'est ce qu'on nous invite à faire, c'est dans nos fonctions, transmettre des connaissances scientifiques, c'est les clarifier, c'est les exposer, et c'est aussi rendre transparentes les méthodes qui permettent d'y arriver. Je crois que c'est aussi au cœur de l'esprit critique de parler de ces méthodes. Je vous remercie pour votre attention